Il est bientôt 15h. Bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez pour cette édition spéciale de l'après-info. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Suite donc de cette édition spéciale sur BFM TV consacrée à cette rébellion en Russie de la part du groupe de miliciens Wagner. Son chef Evgeny Prigojine mène une offensive à l'intérieur du pays et menace d'aller jusqu'à Moscou. Nous suivons bien sûr minute par minute l'évolution de la situation en direct sur notre antenne avec tous nos invités. On va réécouter d'abord Vladimir Poutine, qui s'est exprimé à la nation. Vous l'avez suivi en direct avec nous sur BFM TV, le chef du Kremlin qui a pris la parole. Il parle d'une trahison. La Russie lutte aujourd'hui pour son avenir. On est en train de riposter à l'agression des néo-nazis et leurs maîtres. Toute la puissance économique, militaire et informationnelle de l'Occident est dirigée contre nous. Nous sommes en train de combattre pour la sécurité de nos citoyens, pour notre souveraineté et pour notre indépendance. Nous sommes en train de nous battre pour le droit de rester la Russie, un pays avec une histoire millénaire. Cette bataille où le destin de notre peuple est en train de se décider exige l'unité de toutes les forces, la consolidation et la responsabilité où il faut renoncer à tout ce qui peut nous affaiblir. N'importe quelle querelle que peuvent être utilisées par nos ennemis extérieurs pour nous abattre. Donc les actions qui cassent notre unité, c'est en fait la trahison de notre peuple, de nos combattants qui se battent sur le front. C'est un coup dans le dos de notre peuple et de notre pays. Écoutez à présent la réaction d'Evgeny Prigojine. Wagner ne se rendra pas, indique-t-il. En ce qui concerne la trahison de la patrie, le président Vladimir Poutine se trompe lourdement. Nous sommes des patriotes, nous nous sommes battus et nous nous battons encore, tous les membres de Wagner. Et personne ne se rendra sur ordre du président, du FSB ou de qui que ce soit d'autre. Parce que nous ne voulons pas que le pays continue à vivre dans la corruption, la tromperie et la bureaucratie. Avec nous en plateau, Général Jérôme Pellistrandi, consultant défense BFM TV. Merci d'être avec nous. Patrick Sauce, éditorialiste politique international. Bonjour Patrick. Jean-François Boutor, journaliste, écrivain bonjour. Et auteur de Poutine, la logique de la force. David Rigoulet-Rose, bonjour, chercheur associé à l'IRIS. Et Jérémy Père qui était avec nous, qui a été plusieurs fois en Ukraine, qui va repartir d'ailleurs demain. Et Olga Prokopieva, merci d'être avec nous, porte-parole de l'association Russie Liberté. Général Pellistrandi, est-ce qu'on est à un tournant avec ce qu'il se passe aujourd'hui? C'est un moment qui peut changer la donne dans cette guerre en Ukraine. Oui, très clairement, on est vraiment à un tournant, comme on ne pouvait ne pas l'imaginer il y a encore quelques jours. Alors, il faut bien voir que pendant ce temps-là, la guerre, elle continue sur le front entre l'Ukraine et la Russie. Mais il faut souligner que pour les militaires russes, la situation est maintenant très différente, puisqu'il y a cette menace directe sur Moscou. Et donc, on voit bien que pour l'état-major russe, il va y avoir des choix à faire. Donc, on est vraiment à un tournant avec, il faut quand même le préciser, même si Prigojine est en fait un allié objectif de l'Ukraine, cela ne signifie pas qu'un changement de régime à Moscou se traduirait par un retour à une situation normale avec Kiev. Donc, les Ukrainiens observent ça de très près. Ils ne peuvent que se réjouir de cette déstabilisation. Mais Prigojine, c'est peut-être pire que Poutine, après, en termes de politique étrangère. Donc, il faut rester très prudent. Mais oui, c'est un vrai tournant. Alors on va justement voir quelle est la situation en Russie. Vous voyez cette carte donc, de la progression de cette milice paramilitaire de Wagner. Notre correspondant Jean-Didier Revoin est sur place à Moscou. Comment avancent ces troupes, ces forces paramilitaires? Où en sont-elles actuellement? On a l'impression qu'elles ne sont pas stoppées dans leur progression du sud du pays en direction de Moscou. Alors écoutez, ces informations dont on ne dispose pas, évidemment. On sait que ces troupes sont en marche, qu'elles se dirigent vers la capitale, mais vous dire exactement où elles se trouvent, quels sont leurs objectifs et intentions, c'est assez compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, Moscou s'est mis en état un régime particulier qui est le régime antiterroriste, qui limite les rassemblements publics, implique aussi le renforcement des défenses des bâtiments clés, du
du style le Kremlin ou la Douma. Et puis, voilà ce qu'on peut dire pour l'instant de ce qui se passe. On ne connaît pas non plus les buts et les intentions du ministère de la Défense, s'ils ont comme objectif d'aller à la rencontre de ces hommes, de les stopper avant qu'ils n'arrivent à Moscou, avec quels moyens, ça, personne ne le sait ici pour l'instant. Merci beaucoup Jean-Didier Revin, correspondant de BFM TV à Moscou. Vous restez bien sûr avec nous. Je vais me diriger vers Patrick Sauce qui nous attend, qui est juste derrière nous. On va voir en carte, c'est important Patrick, pour comprendre la situation. Avec donc ces troupes Wagner, il y aurait 150 hommes, 150 véhicules. Au comptage le plus bas, entre 150 et 400 selon les sources. Ce qui ne fait pas tout à fait la même chose, mais au moins 150. Les troupes de Wagner qui seraient passées par Rostov-sur-le-Don, c'est une ville clé qui est à un peu plus de 1000 km de Moscou, et Prigojine estime avoir franchi cette ville. Alors déjà, je vais répondre à votre question par une autre question. Est-ce qu'il ne serait pas déjà à Rostov-sur-le-Don? Est-ce qu'il n'y était pas déjà avant? C'est sûr, cette ville, elle est extrêmement stratégique parce que c'est de là que les Russes, pour plus de sécurité, l'armée russe, il faut vraiment être précis aujourd'hui, gère en fait la flotte de la mer Noire, gère aussi la flotte, ou en tout cas le bassin vraiment de la mer d'Azov, la Crimée ainsi que le blast de Kherson. Ils voient de tout là, ils sont relativement en sécurité, ou en tout cas ils l'étaient. J'ajouterais, parce que personne n'en parle jusque-là, mais que juste à côté de Rostov-sur-le-Don, vous avez un site de bombes nucléaires qui pour l'instant est tenu par l'armée russe. Il faudra peut-être se le garder en tête. En revanche, pour être vraiment très certain, on sait que, même s'ils sont partis de Rostov-sur-le-Don, ils sont allés jusqu'à Voronezh. Là aussi, une ville totalement inconnue du grand public, mais dont la banlieue renferme un site d'armes nucléaires. On a eu quelques informations sur déjà des avancées jusqu'à Lipetsk. Vraiment, on est toujours sur le côté de la route de Moscou. Et on ne vous donne pas encore vraiment la précision sur la ville de Krasnodar qui se trouve là. Vous me direz, c'est assez étonnant, c'est pas du tout sur la route, mais là aussi, il y a quelque chose de très stratégique. C'est l'un des plus grands entrepôts militaires, en fait, de la Fédération de Russie, l'armée régulière, encore une fois. Ce qui est frappant, Patrick, c'est que c'est en l'espace de quelques heures. On a l'impression que cette avancée, elle va vraiment très vite. Voronezh, c'est à 500 km de Moscou. Oui, il y a vraiment énormément, encore une fois. On aura beaucoup plus de questions, de toute façon, que de réponses aujourd'hui. Comment ont-ils pu avancer aussi vite? On voit ces images. Il y a eu certes quelques escarmouches, est-ce que c'est le mot? Je ne sais pas, mais des hélicoptères de l'armée régulière russe qui ont essayé de tirer sur le convoi. Mais pour le reste, qu'est-ce qu'on voit? C'est une image d'autoroute un samedi après-midi où vous avez des camions porte-chars avec dessus ces chars, ces blindés, qui avancent à toute berzingue, pardon pour le vocabulaire, vers le nord avec... des ralliements qui sont annoncés, notamment de bataillons disciplinaires. Bataillons disciplinaires sont des prisonniers qui ont été incorporés dans l'armée de Russie. Vous comprenez un petit peu les incohérences qu'on peut retrouver. Et ils sont en train d'avancer vers Moscou, en passant notamment par Toula, qui est quand même une ville assez extraordinaire du point de vue de l'anecdote historique, puisqu'en 1607, c'est là qu'il y a eu une bataille entre un homme qui cherchait à mater, enfin pas à mater, mais justement à lever toute une population paysanne et qui a été arrêté au niveau de Toula, avec la bataille de Toula, par le tsar de l'époque. Ça s'était fini dans le sang, notamment pour cet homme, ce rebelle. Merci beaucoup, Patrick. C'est extrêmement clair, bien sûr, avec toutes ces cartes. Et puis, il y a beaucoup de questions qui se posent, Fanny. On va voir ça avec nos invités. Oui, notamment avec David Rigolero, chercheur associé à l'IRIS. Alors, on voit cette progression. On parle d'une rébellion. Prigojine, lui, se défend du terme de coup d'État militaire. Mais est-ce qu'on peut déjà envisager que ce soit un coup de force, à minima, qui est en train de se matérialiser d'heure en heure et qui avance sur Moscou? Il y a incontestablement un coup de force, puisqu'il a été circonstancié par le discours de Vladimir Poutine. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est un basculement, effectivement. Alors après, la question, c'est savoir le devenir de la situation. Mais ce qui est surprenant, c'est la progression, effectivement, apparemment aisée, puisqu'il y aurait des combats à Voronezh avec des hélicoptères, mais semble-t-il la colonne continue à avancer, donc on peut s'interroger quand même sur les relais dont disposerait Prigojine. Il n'a pas monté cette opération comme ça du jour au lendemain. Elle a vraisemblablement été pensée en amont. Et il faut rappeler quand même qu'il avait recruté Mikhail Midintsev, qui était un ancien général qui avait été limogé justement en avril
2023 par Vladimir Poutine pour échec justement dans la logistique et qui est aujourd'hui devenu le numéro 2, enfin le commandant adjoint de la milice. Donc on voit bien qu'il y a une porosité quand même. Vice-ministre de la Défense. Vice-ministre de la Défense, une porosité quand même avec certains cadres de l'armée. Donc il y a des interrogations effectivement qui ne peuvent pas être posées en la circonstance, d'autant plus qu'il semblerait qu'il y ait des unités qui hésitent. Évidemment, elles sont prises par le doute, puisque quand il y a une situation de ce type, le doute surgit évidemment de manière très forte. À l'instant, on apprend que Washington surveille de près, en étroite coordination avec ses alliés, la situation donc sur place. Olga Prokopieva, est-ce que Vladimir Poutine peut reprendre la main et stopper cette avancée, ou à l'inverse, est-ce qu'il peut tomber selon vous ? Il y a vraiment aujourd'hui une impossibilité de prédire comment la situation va évoluer, et je pense que la question la plus importante aujourd'hui, c'est de nous poser qu'est-ce que nous on doit faire en France et qu'est-ce que la communauté internationale doit faire face à cette situation. Il faut rappeler que Wagner, Prigojine, ce sont des produits de Poutine. C'est eux qui les a créés, qui les a nourris, qui les a laissés commettre des crimes de guerre, qui les a encouragés, et pas qu'en Ukraine, en Syrie, en Afrique et partout. C'est une créature qui lui échappe finalement. C'est une créature qui est aujourd'hui un monstre qui lui revient en boomerang, et ce sont tous les deux des criminels qui ne vont jamais en fait permettre à la Russie de devenir pacifiste et de devenir un voisin qui nous permettra de garantir la paix en Europe et dans le monde. Donc aujourd'hui, il est impossible de soutenir ni Prigojine ni Poutine. Les seuls aujourd'hui qui sont capables de mener la Russie vers une transformation démocratique, ce sont des forces démocratiques, soit emprisonnées, soit exilées. Et la France doit aujourd'hui, bien sûr, saisir cette opportunité pour renforcer l'aide à l'Ukraine, où les combats, comme vous le disiez très justement, continuent, alors que les forces de Wagner et de l'armée russe se détournent vers le conflit intérieur, et aussi exiger la libération des prisonniers politiques. Il y a aussi aujourd'hui, on entend des soulèvements dans des prisons, ce qui peut être très inquiétant. On s'inquiète, nous, Russie Liberté, du sort de ces prisonniers politiques, comment ils vont être traités par le régime, que ce soit de Wagner, de Poutine. Et il n'y a qu'avec eux qu'il y aura une transformation démocratique en Russie. Donc il faut vraiment exiger aujourd'hui par la France et par la communauté internationale la libération de tous ces prisonniers politiques. Jean-François Boutor, ce matin, lors de son adresse à la Nation, Vladimir Poutine a d'ailleurs évoqué cette date de 1917. On a l'impression de ce scénario qui se répète peut-être, de cette fin du régime des tsars. Est-ce que Poutine se sent menacé ? Il est extraordinairement menacé. Il y en a encore une preuve toute récente. Alors, il faut prendre tous ces commentaires avec beaucoup de précaution, mais il y a une source proche du Kremlin qui vient d'être citée par Insider, qui est un média d'opposition russe, qui est à l'étranger, qui dit d'une part que au Kremlin, on est persuadé qu'on ne va pas pouvoir empêcher Prigojine de rentrer dans Moscou, qu'on n'a pas les moyens, et que donc l'ordre a été donné de l'assassiner personnellement. Première chose. Deuxième chose, je voudrais revenir sur ce qu'on a vu au début, là, c'est que c'est pas simplement qu'il va très vite, Prigojine, c'est que manifestement, il y avait des forces qui étaient prépositionnées. Ça va être anticipé. Il n'y avait pas... Les véhicules blindés, les hommes qui étaient à une centaine de kilomètres de Moscou, ils ne sont pas arrivés de Rostov-sur-le-Don. C'est une sorte de relais. Donc ça veut dire qu'ils ont été prépositionnés, ça veut dire qu'il y a des gens qui savaient et qui ont laissé faire. Donc il y a des véritables risques. Vous savez, en 91, quand il y a eu le putsch contre Gorbatchev, ce sont des unités du FSB qui n'ont pas suivi les ordres du FSB, qui ont renversé la partie et qui ont donné le pouvoir à Helsinki. Et là, c'est un peu la même chose qui pend au nez de Poutine. Et on sent qu'il ne contrôle pas la situation. Alors, bien entendu, le rapport de force est terriblement inégal, mais il y a un rapport de force de commission. Alors, je voudrais dire une dernière chose pour terminer, c'est qu'en fait, la guerre, elle se menait sur deux fronts. Enfin, on était quelques-uns à le dire depuis le début, c'est-à-dire qu'il y avait la guerre qui se menait en Ukraine, et puis il y avait ce que la guerre en Ukraine faisait peser sur la solidité du pouvoir russe, et c'était un des grands espoirs des Ukrainiens, en réalité, c'est que le pouvoir russe se fracture, et on est exactement à ce moment-là. Et c'est pas pour rien que ça se passe au moment où la contre-offensive était en train de commencer et où,
en dépit des affirmations très, fantaisistes de Poutine et de Shoigu, les pertes russes étaient considérables et qu'il y avait sans doute des risques d'effondrement. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Alors les choses évoluent très vite sur le terrain. Patrick, je voudrais qu'on regarde avec vous une image qui pourrait s'apparenter à des tranchées en Russie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette image? D'abord, est-ce que cette source est fiable? Pourquoi, voilà. La source, elle est fiable. Voilà. C'est un compte sérieux qui travaille sur des sources ouvertes, en fait. Et ensuite, vous voyez que justement, ce compte dit que, semble-t-il, les forces russes ont commencé à installer des tranchées dans l'oblast de Moscou. C'est-à-dire, on n'est pas à la Loubianka ou sur la place Rouge. On est assez loin. On ne sait pas quand. Voilà. On s'appuie juste sur le fait que c'est un compte sérieux, mais aussi que dans cette photo prise à la volée depuis l'arrière d'une voiture, les tranchées ont l'air assez fraîches. Enfin, j'ai d'autres images, et on a d'autres images qui montrent qu'il y a des colonnes de camions civils, des camions de chantier qui sont remplis de sable. Il y a aussi les journalistes, les confrères, les moscovites tout simplement, qui voient passer sur les grandes artères de la capitale russe un certain nombre de blindés, de forces armées. Et on n'est pas autour du 9 mai, il n'y a pas de défilé à venir, donc une fébrilité. Et j'ajouterai une chose, sans être totalement précis, parce que c'est difficile de l'être, mais lorsqu'on regarde les images radar de suivi des avions, on remarque qu'une bonne partie de la flotte aérienne présidentielle est partie pour Saint-Pétersbourg. Qui est dedans? On ne sait pas. Le Kremlin assure que Vladimir Poutine est derrière les murs de la citadelle et travaille depuis Moscou. Entre ça, Saint-Pétersbourg et quelques vols qui sont aussi partis étonnamment vers le Kazakhstan, que ce soit des jets privés, sans doute d'oligarques, ou de la flotte présidentielle. Là aussi, l'idée d'une voie quasiment ouverte vers Moscou est en train de prendre un peu d'épaisseur. On prend énormément de pincettes parce qu'encore une fois, on ouvre grand les yeux, de plus en plus grand au fur et à mesure des heures. Alors la question, c'est aussi comment on voit ça du côté de l'Ukraine, où le conflit se poursuit. Avec nous, Jérémy Père, notre envoyé spécial. Vous êtes allé à plusieurs reprises en Ukraine. Vous y retournez d'ailleurs demain. Volodymyr Zelensky a réagi. Il a estimé pour sa part que la faiblesse des Russes devenait évidente à présent. Ce qui se passe là-bas en Russie, c'est du pain béni pour les Ukrainiens? Oui, absolument. J'ai pu passer plusieurs coups de fil à des Ukrainiens qu'on a l'habitude de voir quand on y va, et puis aussi surtout discuter avec Benoît Ballet, qui en a rencontré directement à Zaporijjia, qui sera avec exactement, et qui nous explique tous que évidemment c'est du pain béni, qu'ils s'en frottent les mains, qu'ils ont regardé les balbutiements de ce qui se passait hier soir, et puis qu'ils ont eu la confirmation avec les informations ce matin en regardant les médias ukrainiens, qui évidemment en parlent beaucoup. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont contents que Prigojine remonte vers Moscou, et ils espèrent surtout que les forces mobilisées en Ukraine soient renvoyées au pays pour essayer de gérer ce qu'il se passe. Ils ne sont pas non plus naïfs. Il y a encore des combats importants, notamment dans l'oblast de Zaporijjia en ce moment. Les combats ont toujours lieu, mais ils espèrent que ça va peut-être changer les choses. Et puis aussi, surtout, ils espèrent, et ça c'est d'un point de vue militaire, que les militaires russes qui sont sur le front ukrainien commencent à se poser des questions de savoir ce qu'il se passe sur leur territoire. Est-ce qu'ils auront la tête pour affronter les Ukrainiens qui, eux, sont évidemment parallèlement complètement motivés à se dire qu'il y a peut-être une brèche dans laquelle avancer pour essayer de reculer et de faire ressortir les Russes du pays. Et puis une dernière chose, certains Ukrainiens expliquent qu'ils sont assez satisfaits, ce sont leurs mots, que les Russes connaissent enfin la guerre d'une certaine manière sur leur propre territoire, eux qui subissent ça depuis plus d'un an et demi maintenant. Merci beaucoup, Jérémy, pour toutes ces précisions, ces explications. Une question, Général Pellistroni, concernant Prigojine. Est-ce qu'on sait qui sont ses soutiens? Est-ce que finalement, derrière Prigojine, il peut y avoir d'autres personnes qui soient à la manœuvre? Alors, il faut bien comprendre que Prigojine a construit sa notoriété et son empire, en quelque sorte, depuis de nombreuses années. Il y a un point qui est très particulier, d'ailleurs, qui nous concerne directement, nous Français, c'est que Wagner, bien sûr, c'est en Ukraine, maintenant c'est peut-être demain à Moscou, mais c'est aussi le bras armé de Moscou en Afrique, au Centrafrique, au Burkina Faso et au Mali. Et donc, quelle va être l'attitude des juntes militaires dans ces pays-là, qui, en quelque sorte, s'étaient inféodés à Moscou via Wagner dans ces temps d'incertitude. Et donc, il faut bien voir que Prigojine a pu donc
construire son outil en quelque sorte. D'abord, avec également une communication extrêmement habile, très réactive, beaucoup plus bien sûr que celle de Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que finalement, quand on regarde durant les dernières semaines, on a bien sûr Volodymyr Zelensky qui maîtrise très bien et Prigojine qui est extrêmement incisif, extrêmement présent. Maintenant, effectivement, la question qui se pose, qui va rallier Prigojine dans les heures qui viennent. Il est clair, par exemple, que le gouverneur de Rostov-sur-le-Don, aujourd'hui, il doit faire profil bas. Parce que, et a priori, il n'a pas appelé à résister au coup de Prigojine. Donc ça aussi, ça va être un élément extrêmement déterminant. Quels sont ceux qui vont basculer dans un camp ou dans l'autre? Merci, restez avec nous évidemment. On va revenir dans quelques instants sur cette édition spéciale donc consacrée à cette progression du groupe paramilitaire Wagner en direction de Moscou, parti ce matin de Rostov-sur-le-Don, qui a dépassé maintenant à mi-chemin Voronezh. On suit tout cela en direct avec vous, avec nos invités, nos spécialistes et nos envoyés spéciaux. On se retrouve dans quelques instants en direct sur BFM TV.